Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui est Michel Prudhomme, directeur général adjoint et DRH du Conseil régional de l'Île-de-France. Notre sujet aujourd'hui sera emploi public ou emploi privé, comment choisir ? Michel, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé dans des entreprises privées, mais également dans la fonction publique, et de façon alternative avec des allers-retours entre ces deux univers, en début et en milieu de carrière. De plus, vous avez aujourd'hui un peu plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des ressources humaines, ce qui, à mon avis, vous place dans une position d'observation très intéressante sur ces deux milieux professionnels. Vous êtes donc quelqu'un de particulièrement qualifié pour pouvoir répondre aux questions que se posent nos auditeurs, ou que se posent très souvent mes clients, sur le passage entre l'univers public et l'univers privé, que ce soit dans un sens ou dans un autre. En fait, aujourd'hui, ce dont je m'aperçois, c'est que dans des périodes de doute professionnel, les personnes se posent de plus en plus de questions sur leur avenir et sont souvent très enclines à croire que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans des sociétés commerciales envisagent très sérieusement de passer dans le service public et ceux qui ont déjà travaillé dans le public pensent trouver leur bonheur dans le secteur privé. Qu'en pensez-vous ? Eh bien Mireille, 25 ans d'expérience, ça permet de réfléchir et d'apprécier un peu ces deux secteurs, ces deux univers. Première remarque, il n'y a pas d'herbe plus verte dans un secteur que dans un autre. Je pense qu'il y a un secteur privé, un secteur public intimement liés, intimement interdépendants. Et il n'y a de réussite du secteur public que s'il y a la réussite du secteur privé. La valeur ou les valeurs, si on peut comparer en approche macro-économique, la valeur produite par le privé, c'est effectivement de la valeur financière. Dans le service public, c'est de la valeur service public, les deux s'alimentant. Donc il n'y a pas de service public sans un secteur privé fort, et réciproquement. Le réciproque, bien entendu, c'est les valeurs de la République, les valeurs de la démocratie qui donnent au service public tout son sens dans notre République aujourd'hui. Pour quelqu'un, donc j'apprécie votre vision macro, pour quelqu'un qui nous écoute, c'est-à-dire un auditeur qui se pose des questions sur son repositionnement professionnel, comment vous qualifieriez un univers versus l'autre pour quelqu'un qui y travaille au jour le jour et de façon répétée? Alors, je reprends un peu la remarque. Ce qui différencie le secteur privé du secteur public, c'est au fond sa finalité. D'un côté, il y a nécessité de donner de la valeur à l'actionnaire et de l'autre côté, de la valeur au public. Et ces deux donnent au fond des contenus professionnels et des formes d'intervention relativement différentes. Le secteur privé, effectivement, c'est un secteur où le marché de l'emploi est très ouvert, libre d'accès et chacun a sa chance. Le secteur public est un secteur fermé. On y accède par concours, par le concours et sur la base de grands corps qui donnent accès à la haute administration publique. Donc il n'y a pas dans un premier temps une facilité d'accès aussi évidente que ça. Alors pour celui qui s'interroge, qui est du privé pour aller dans le public, il doit d'abord faire le point sur ses aptitudes à pouvoir intégrer soit un grand corps de l'État, soit passer le concours. Ça, c'est une question qu'on se pose en début de carrière. Généralement, oui. Le parcours professionnel, le parcours que réalise un fonctionnaire n'a d'intérêt, au fond, que s'il est en capacité de débuter sa carrière dès la sortie de l'école.
D'accord. Je vois beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, mon univers dans le privé perd du sens, perd de la valeur, perd du sens au terme général. Je voudrais rentrer dans le public. Est-ce qu'il y a des passerelles? Et si oui, lesquelles? Et sous quelles conditions? Alors, la perte de sens, c'est vraiment une question importante. Nous avons eu, Mireille, l'occasion de travailler dans des secteurs privés, tous les deux. Il y a longtemps. Nous étions dans une entreprise de travail temporaire, souvent regardée avec beaucoup de réserve, et c'était l'époque où nous avions eu à conduire des exercices fort complexes. Et à l'époque, il y avait un directeur général qui était un homme de grande valeur, je le dis puisque je suis sur une fréquence où les valeurs ont toute leur importance. C'était un homme qui était convaincu du respect de l'individu, du respect des hommes et des femmes qui composaient son entreprise, et nous avions bataillé ensemble pour éviter, bien entendu, les mesures sociales et en particulier de réduction d'effectifs avec lui de façon très forte et très engagée. Je pense que dans le secteur public, les problématiques de valeurs telles que nous les avions vécues dans le secteur privé sont d'une nature différente. Elles ne sont pas aussi visibles que l'on pense. Moi, j'ai fait récemment des audits au niveau de la région Île-de-France pour connaître un peu l'état de la collectivité et du moral de l'administration. Eh bien, j'ai eu une question qui est revenue très souvent, qui était au fond quelle est la valeur, quel est le sens de notre travail? Et dans le secteur public, c'est aussi quelque chose qui se pose aujourd'hui. C'est des nombreuses remises en cause par le pouvoir politique. On l'entend encore aujourd'hui. Trop de fonctionnaires. Puis c'est aussi les moyens qui sont donnés à l'administration publique. Regardez les enseignants, l'extrême difficulté qu'ils ont à assurer leur mission, l'hôpital, l'extrême difficulté aujourd'hui des urgentistes et de ceux qui assurent vraiment la sauvegarde de ceux qui n'ont strictement rien. Je pense qu'il y a une réflexion. L'herbe, comme vous disiez, Mireille, n'est pas plus verte dans le secteur public que dans le secteur privé. Pour savoir et pour vous répondre plus concrètement à la question les passerelles, eh bien pour les passerelles, il faut identifier sa propre utilité et pouvoir, trouver dans un segment très précis, puisque le secteur public donne des postes, donne des contenus de postes et donne des modalités d'intégration extrêmement précises, eh bien les examiner avant pour savoir si on peut y parvenir ou pas. C'est quelque chose qu'il est facile de trouver comme type d'information? Est-ce qu'il y a des formations qui ouvrent à ça? Ou est-ce qu'il y a des endroits où on peut avoir un peu plus d'explications? Parce que c'est quelque chose souvent qui est très technique. Alors, oui. Enfin, qui m'apparaît, moi, comme étant dans le secteur privé, comme assez technique et un peu abscon parfois. Oui, absolument. Alors, d'abord, le secteur public et la région, pour parler de ce que je connais très bien, a l'obligation de publier l'intégralité des postes qui sont disponibles. L'obligation, d'accord? Donc on n'a pas de poste caché, tout ce qui est à pourvoir est publié. Là, quand on les publie, bien entendu, ça fait appel à ceux qui sont titulaires de la fonction publique territoriale, puisque c'est dans ce secteur-là, et à qui, bien sûr, on propose ce type d'intégration. L'agent non titulaire ou le salarié qui vient à regarder ces annonces peut postuler effectivement. Il faut, ce n'est pas fermé, ce n'est pas réservé exclusivement à l'agent titulaire, mais au moment de l'embauche, la primauté sera donnée à celui qui est titulaire de la fonction publique. Donc ça veut dire que la personne qui ne vient pas du secteur public devra encore plus avoir fait un travail d'auto-analyse pour savoir ce qu'elle peut apporter qui n'existerait pas dans le système dans lequel elle cherche à rentrer. Absolument. Il faut avoir une compétence tout à fait pointue. Alors, je prends un exemple. La région Île-de-France fait du soutien au développement d'entreprises. C'est une de ses missions, le développement économique. Nous avons eu l'occasion, là aussi, de rechercher des candidats pour faire du conseil en stratégie d'entreprise. Effectivement, nous avons eu l'occasion de recruter des cadres issus du secteur concurrentiel, du secteur privé, qui sont venus nous rejoindre et à qui nous avons proposé des contrats, alors ce qu'on appelle des contrats galants, c'est des contrats de 3 ans renouvelables, et qui ont trouvé leur place. Alors avec le temps,
et les mesures de stabilisation de l'emploi des contractuels, beaucoup ont trouvé au fond une pérennité de leur emploi au sein de cette fonction publique. Mais le début, c'était avoir une compétence extrêmement pointue qui ne se trouvait pas dans les compétences des agents territoriaux. D'accord. Maintenant, une question très personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer d'un univers à l'autre ? Alors, ce qui m'a amené, c'est un privilège immense. C'est, au fond, on est venu me chercher. Ah oui, ça on n'a pas évoqué, effectivement. Voilà, on est venu me chercher pour une raison, au fond, relativement simple. C'est ma mission de départ était de construire la DRH, tout simplement, du Conseil régional d'Île-de-France. Il n'y avait pas de DRH et dans mes deux postes précédents, l'essentiel de mes missions avait été de construire les DRH dans une banque et dans le travail temporaire. Donc, c'était quelque chose qui faisait mon originalité le plus. Vous aviez votre signature. J'avais ma signature. Vous avez eu un contrat. Voilà. Et et ça a été une formidable aventure puisque, pour faire très court, je suis arrivé pour construire une DRH et en 2006-2007, nous avions intégré plus de 10 000 agents. Au sein de cette collectivité, donc une aventure au fond tout à fait identique à ce que nous avions pu connaître dans le secteur privé, c'est-à-dire on a fait de la fusion, de l'absorption, enfin des choses tout à fait étonnantes, avec de grandes similitudes. De grandes similitudes, mais j'imagine quelques différences quand même. Avec des différences de fond, puisqu'encore une fois, nous sommes sur un marché de l'emploi qui est marqué par le statut, oui. Une sorte de convention collective propre au secteur public, qui est marqué par, au fond, une obligation faite aux agents d'être titulaires de cette fonction publique, en ayant passé les concours, et d'une finalité qui est une finalité de service public avec une articulation un peu complexe qui sont les élus et qui donnent les orientations en matière de politique générale. D'accord. Mis à part les ministères avec la problématique des chefs de cabinet, quel est le degré de porosité entre le secteur public et le secteur privé sur des choses qui ne sont pas des grands corps d'État ? Alors, la porosité, je resterai prudent dans la mesure où aujourd'hui, dans la fonction d'État, tout le monde le sait, c'est une fonction qui a une tendance à replier la voilure. Donc il y a des ministères entiers qui se retrouvent en très grande difficulté d'emploi pour leur propre cadre. Je prendrai les affaires étrangères et d'autres ministères. Et puis vous avez des emplois de base complexes. Que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles, vous avez des agents de catégorie C, c'est-à-dire le bas de l'échelle en matière d'emploi, qui sont relativement peu payés, avec des métiers très, très difficiles, où là, effectivement, il y a un important recours à des agents non titulaires. D'accord. Donc vous dites, en fait, la porosité existe plutôt aux étages de base de la pyramide. Absolument. Sur les cadres qui sont les clients que je vois à peu près tous les jours, c'est forcément moins évident. Beaucoup moins évident. Et c'est une tendance qui va à mon avis, se renforcer. On voit les difficultés aujourd'hui de l'État pour maintenir ce secteur public à son niveau, même s'il y a des efforts de maintien au niveau de l'éducation nationale et de la défense. Mais aujourd'hui, vous écoutez les propos portés sur les effectifs territoriaux. Tous les politiques pensent qu'il faut, là aussi, replier la voilure. Donc, il risque d'y avoir une forte tension sur l'emploi des territoriaux dans les années qui viennent. D'accord. Donc, peu d'ouverture. Donc là, on a parlé plutôt des gens du secteur privé qui rentreraient dans le secteur public. Quid des gens du secteur public qui auraient envie d'avoir, et on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission, peut-être un peu plus de liberté et se retrouver dans le privé. Est-ce que vous en voyez beaucoup partir de chez vous, par exemple ? Partir de la région... Prendre des disponibilités, je ne sais pas comment ça s'appelle. Très peu. Très, très peu. Qu'est-ce qui fait ça ? D'abord parce que dans la fonction publique territoriale, les métiers sont passionnants, sont absolument passionnants.
Lorsque vous êtes amené à développer la politique, l'aménagement urbain, voilà, il y a des équipes qui, pendant plusieurs années, ont travaillé sur ce que serait l'Île-de-France dans 30 ans. Où trouve-t-on ça? C'est difficile, je vous l'accorde. Voilà. Ou alors ceux qui travaillent sur le développement durable. Comment traiter, au fond, concevoir, définir des règles et des axes de développement pour réduire, l'effet de serre. Ou alors, dans les lycées, comment globalement on améliore la politique éducative. Ce sont des métiers absolument passionnants. Absolument passionnant. Et les agents de la fonction publique en général sont très attachés à la valeur de ces services publics. Je dirais l'élément salaire, parce que les salaires sont quand même inférieurs. Il faut dire que dans la fonction publique territoriale, comme à l'État, la valeur du point est gelée depuis plusieurs années. Donc, les agents ne sont pas, leur moteur est plus dans la valeur du service public dans lequel ils se sont engagés, que la recherche d'un profit. Alors, il y a quelques cadres qui ont envie de se tester dans le secteur public, de voir comment ils réagissent. Je dirais l'exercice de transposition public-privé est relativement simple. Le niveau de formation des cadres sup de la fonction publique est élevé. Ils sont tous issus des grands corps, donc peu de contraintes, avec beaucoup de réseaux et donc une capacité à avoir tout de suite une valeur ajoutée non négligeable dans les entreprises. Michel, je vous remercie. Je vous propose une pause musicale. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, emploi public ou emploi privé, comment choisir? Donc Michel Prudhomme, vous êtes DRH de la région Île-de-France et nous avons discuté tout à l'heure de la relative faible perméabilité qu'il existe entre l'un et l'autre univers, même si vous considérez en tant que DRH que ce n'est pas un problème de compétence, c'est plutôt un problème d'opportunité. Néanmoins, mes clients et les gens qui nous écoutent probablement se font beaucoup d'idées et de rêves, dans le sens où ceux qui se sont fait licencier plusieurs fois dans le secteur privé se disent qu'ils vont trouver la stabilité et la sécurité de l'emploi dans les services publics. Et d'un autre côté, je vois beaucoup de gens des services publics qui se disent qu'il y a quand même une très grande lourdeur administrative, même s'il y a un sens, et qu'au bout d'un certain nombre d'années où ils ont quand même commencé à faire leurs preuves et ils ont une idée de leurs valeurs, ils se disent qu'ils ont envie d'aller chercher quelque chose de plus dynamique où ils pourraient mettre en œuvre immédiatement leurs idées. Donc, grosso modo, on a une opposition qui est d'un côté la stabilité de l'emploi et peut-être un salaire un peu plus faible, mais avec un sens très fort, et de l'autre côté un risque élevé, mais une reconnaissance rapide et probablement des bonus, en tout cas dans certaines sociétés, qui sont plus élevés. Si les gens, même si on parle d'une frange de population qui est relativement restreinte, vous nous l'avez dit, si les gens veulent faire le passage de l'un à l'autre, j'imagine néanmoins qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils devraient faire très attention avant de se lancer dans ce type d'entreprise. La réalité est rude en la matière. On ne peut pas, effectivement, ce que vous dites, d'un côté, on a l'impression d'être confronté
un univers protecteur avec une garantie de l'emploi à vie, ce qui, si vous écoutez bien les récentes déclarations, c'est quelque chose qui risque d'évoluer dans un sens, je dirais, moins garanti. D'accord. Le secteur privé, effectivement, c'est celui du marché, c'est celui qui fait que, il y a une croissance de l'emploi, il y a une récession, et au sein de ça, c'est celui qui arrive à définir la bonne stratégie qui survit. Bon, et c'est vrai que dans ces périodes où on a un taux de chômage à plus de 10%, le secteur privé peut faire rêver. Complètement. Voilà. Encore une fois, on revient regardons les marchés de l'emploi. Le marché de l'emploi de la territoriale est un marché de l'emploi qui est quand même dédié à ceux qui sont titulaires de la fonction publique territoriale. Je vais donner simplement le mode d'accès. Vous avez un jeune aujourd'hui qui prépare un concours d'attaché ou le concours d'administrateur. Il réussit le concours d'attaché et réussit le concours d'administrateur. C'est pas suffisant. Il lui faut, pour trouver le job, convaincre la collectivité de l'employer. Et il a tout ça. Donc il y a 2 étages à la fusée. Il y a 2 étages à la fusée. Il y a le concours, réussite au concours, et ensuite réussir à convaincre. Alors, bien entendu, il y en a peu qui se retrouvent éliminés, mais il y en a quand même un certain nombre. Hein. Il y en a un certain nombre de jeunes attachés qui, malheureusement, dans les 3 ans, n'arrivent pas à se négocier au niveau d'une collectivité. Aujourd'hui, que deviennent-ils ? Eh bien, ils perdent le bénéfice du concours. Donc c'est comme s'il ne l'avait jamais passé. Comme s'il ne l'avait jamais passé, et c'est quelque chose, à mon avis, de dramatique, hein, puisque ce sont des concours particulièrement difficiles, particulièrement sélectifs, et effectivement, lorsque vous perdez le bénéfice de ce concours, vous n'êtes pas sûr, si vous le repassez, de l'avoir à nouveau. Donc, il y a cette réalité, et donc on ne peut pas dire... Ça, c'est la barrière à l'entrée qui est importante. Voilà. La barrière à l'entrée qui est extrêmement importante, et lorsque une collectivité territoriale décide de recruter un agent contractuel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas issu du domaine des concours. On a une procédure interne qui est loin d'être simple. On est obligé de démontrer aussi bien dans nos instances paritaires qu'au niveau des contrôles qui sont faits par les préfectures de l'absolue nécessité de recourir à un emploi contractuel et de justifier en quoi nous avons privilégié le recrutement d'un agent contractuel, comment dirais-je, en lieu et place d'un agent titulaire. Donc, ceci n'est pas du tout automatique. Donc, vous êtes en train de me dire que le concours est probablement la voie la plus facile. Absolument. Aujourd'hui, en tout cas. Absolument. Le concours est la voie la plus facile, c'est celle, c'est un des principes de la fonction publique. On est titulaire de son grade et pas de son poste. Ce qui veut dire en clair, en termes de propre gestion individuelle, vous avez la possibilité, une fois que vous avez le grade d'attaché ou d'administrateur, de pouvoir prétendre à un ensemble de situations dans des collectivités différentes, une mairie, une région, un département, et de pouvoir exercer dans des fonctions. Alors bien sûr, il faut avoir une compétence concrète, mais généralement les formations sont d'excellent niveau, et de pouvoir évoluer, bouger et développer sa propre carrière. Un contractuel, alors l'évolution, il y a une petite évolution législative, mais il était recruté pour occuper un poste spécifique. Pendant une durée a priori déterminée. Dans une période, voilà, absolument. Et donc, j'irais piloter sa carrière avec un champ aussi resserré n'est pas évident. Les concours peuvent être passés en milieu de carrière ? Oui. Mais ça arrive fréquemment ou... Non, pour une raison, ça arrive, mais vous avez là un autre problème qui n'est pas visible lorsqu'on est en activité, c'est celui de la retraite. Oh oui. Voilà. Donc, quand vous regardez aujourd'hui les contraintes que les caisses de retraite ont, eh bien vous apercevez que si vous avez une demi-carrière dans le privé et une demi-carrière dans le public, c'est pas bon. Ça vous fait pas une retraite entière. D'accord. Je sens que vous parlez d'expérience. Donc il faut être extrêmement prudent. J'imagine qu'une fois que vous êtes rentré du privé dans le public, il y a, on va dire que vous avez réussi le concours ou que vous avez convaincu et que vous êtes maintenant en poste. J'imagine que les réflexes ne sont pas les mêmes et qu'il y a des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention durant les 100 premiers jours dits d'intégration. Fondamental. Je veux bien vous entendre sur ce fondamental. Sujet. Écoute, d'abord, comment dirais-je, l'environnement est différent.
Le statut est un élément qui donne au fond une stabilité de l'emploi. Et pour un manager, si je prends l'exemple d'un cadre qui viendrait à rejoindre la fonction publique territoriale, là vous avez la stabilité et la garantie de l'emploi. Donc les problématiques de pilotage, de management, d'accompagnement d'équipe sont de nature fondamentalement différente. On gère par l'adhésion, pas par la contrainte. Donc pour ça, Mireille pourrait être simple pendant les 100 jours, apprendre, comprendre, se fondre dans la réalité de cet environnement avant d'agir. Beaucoup d'humilité ? Beaucoup d'humilité, indispensable. Et des réflexes très exactement inverses à ce que vous faites quand vous arrivez dans une prise de poste du privé, j'imagine. Oui, mais même dans le privé, j'aurais tendance à dire dans certaines situations, alors je ne prends pas, là, on a encore une fois, j'en profite pour évoquer un sujet, le management très dur, très cassant que l'on peut voir aujourd'hui sur une chaîne de télé. Je pense que ce n'est pas le commun. Mais dans le privé, effectivement, les règles sont beaucoup plus directes, beaucoup plus dures et avec moins de précautions. Ma dernière question est, est-ce qu'il y a des fonctions qui s'exportent mieux du privé au public et du public au privé, ou est-ce que c'est quelque chose qui change en fonction des besoins? Alors les fonctions qui s'exportent du public vers le privé, c'est toutes les fonctions de direction générale. D'accord. Parce que je pense que une fonction de direction générale dans le secteur privé, dans le secteur public, s'adapte très très bien au secteur privé. Dans le sens, et on l'évoquait au début de notre conversation, les flux importants, c'est pour les agents de catégorie C, les petits postes. D'accord. Là, on a des flux importants. Donc moi je vois par exemple, nous avons à gérer l'ensemble du personnel dans les lycées. Eh bien les agents de catégorie C, ceux qui sont amenés à faire la restauration ou l'entretien, eh bien ce sont des gens du privé qui rejoignent cette collectivité. Michel, je vous remercie pour ce moment de partage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain pour vous parler cette fois-ci de philosophie. En attendant, je vous souhaite une excellente rentrée.